nous allons remettre le prix André Lenôtre. Daniel, est-ce que je peux vous demander de rejoindre votre place dans la salle? Alors, pour remettre le prix, parce que c'est un moment important tout de même, eh bien, j'ai sur la scène Dominique Douard. Bon, c'est un point d'acquis. Est-ce que Jean-Marc Bouillon est là? Jean-Marc, président de la FFP. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Il arrive. Bien. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez tous les deux remettre ce premier prix? Oui? Oui? Alors, je voudrais inviter Éric Orsena à venir en tant que président du conseil scientifique de ces rencontres. À venir quand même. J'invite Michel. Michel Audouy. Il s'en va, mais il va revenir. Bon, est-ce que nous sommes au complet? Est-ce que nous sommes suffisamment sérieux, solides? Il devait y avoir, bien sûr, le maire de Versailles, François de Mazières, qui présidait ce jury. Il est très triste de ne pas être là, mais il a des petites, une petite faiblesse pour l'instant. Et donc, il vous présente ses saluts, ses hommages, son admiration. Il vous redit sa bienvenue. Il vous redit son grand plaisir de vous avoir tous accueillis. Et il considère que ce que vous avez apporté durant ces 2 jours, et ces 3 jours en fait, est exceptionnel. Et vous avez pu constater, en visitant les jardins qu'il a créés ou recréés dans sa ville de Versailles, à quel point il était attaché à notre travail à tous. Voilà, donc je voudrais le saluer de votre part comme il vous salue. Dominique, pouvez-vous nous rappeler ce que récompense le premier prix? Ou c'est Jean-Marc? Pouvez-vous nous rappeler ce que récompense le premier prix international André Lenôtre? Alors oui, pour ce faire, je vais vous rappeler les éléments de jugement de ce prix que nous avons rappelés lors des travaux du jury que nous avons eus la semaine dernière. Donc le jury jugera les candidatures selon les critères suivants: l'apport original du candidat à la conception du paysage, à la reconnaissance des paysages, de la démarche paysagère, à la formation des futurs professionnels, à la production d'innovation et à la capacité du candidat à élaborer et conduire un projet avec tous les partenaires, notamment la maîtrise d'ouvrage et les différents métiers de la filière professionnelle. Et vous savez sans doute ce qu'est le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Voilà. Est-ce qu'on peut connaître le nom du lauréat? Alors, Eric, il n'y a pas une enveloppe? Une enveloppe, non, il n'y a pas d'enveloppe, l'huissier, il y avait... Voilà. Alors, il y avait une sélection magnifique de 9 noms. Alors, voilà. mesdames et messieurs, pour symboliser et solenniser, je vous demande de vous lever. Chacun de ces noms, chacun de ces artistes aurait pu recevoir ce prix, mais à notre sentiment, il y en avait un seul qui correspondait exactement à l'ensemble des critères qui vous ont été rappelés il y a 1 seconde. Ce qui nous a conduit à retenir le nom de Michel Corajou. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Michel Corajou. Alors, comment ça marche? C'est toi qui vas lui remettre? Si, c'est toi. Non, c'est important. Veuillez nous rejoindre, Michel. Bravo. Ouais.
Dominique, est-ce que vous voulez bien remettre Oui, vas-y. le premier prix international André Lenôtre? Et ce que je vous demande, c'est peut-être de vous rapprocher sur le devant de la scène pour éviter d'avoir les fauteuils sur les photographies. Michel, mettez-vous au centre de la scène, entouré sur le devant, entouré par Dominique, par Jean-Marc, par Éric. Oui. Dominique, vous remettez le prix? Alors, qu'est-ce que c'est que ce prix? Oui. Prenez le micro, tenez. Je ne reviendrai pas sur les critères de ce prix, ils ont très bien été expliqués par Jean-Marc Bouillon, président de la Fédération française du paysage. Nous souhaitions faire que ces rencontres, évidemment, soient les plus réussies possibles. Et nos amis concepteurs paysagistes, pour donner une dimension supérieure à ces rencontres, nous ont suggéré de créer ce premier prix. Vous êtes le premier lauréat, monsieur. Ce prix qui est international, parce que cette année, c'est vous, mais c'est un prix qui sera pérennisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les 2 ans, et qui sera ouvert à des concepteurs, des architectes paysagistes du monde entier. Pour donc 2013, j'ai l'honneur, monsieur, de vous remettre le premier prix international André Lenôtre. Souhaitez-vous dire un mot, Michel Courajou? Voilà. Je pense que vous n'ignoriez pas, en me choisissant, c'est ce qui me fait évidemment un immense plaisir, que vous choisissiez aussi un mauvais canard. Alors, je vais commencer par le mauvais canard. Comme ça, ce que je dirai ensuite sera oublié. Mais je voulais vous rappeler qu'il y a 40 ans, exactement, la nouvelle école de paysage divorçait de l'école d'horticulture. Et je porte ça à votre connaissance comme élément de réflexion pour savoir le chemin que nous avons parcouru donc en 40 années, puisqu'aujourd'hui, ce prix m'est remis par précisément la filière horticole. Alors, l'explication de ce divorce, elle en a 1000. J'y ai participé grandement. Et on a mis à la porte, avec perte et fracas et beaucoup de... C'est comme tous les divorces, l'école d'horticulture est partie à Angers. Bon, rappelons pas les raisons pour lesquelles. Simplement, pour commencer, avant de parler de mon prix et de la responsabilité énorme sur mes épaules, d'avoir ce père tutélaire, le nôtre sur le dos, demander à Valor de nous protéger de la tentation que vous pourriez avoir de nous englober. C'est-à-dire que je crois que les paysagistes ont besoin d'ouverture. Les paysagistes ont besoin de liberté. J'ai toujours défendu cette idée et je crois que je me suis battu pendant les 37 ans d'enseignement que j'ai fait à l'école de Versailles sur l'idée justement d'éloigner les paysagistes de tous les autres corps professionnels de manière à ce que les paysagistes puissent constituer leur champ de savoir. Parce tout le monde voulait avoir les paysagistes avec eux, les architectes, les horticulteurs, tout le monde voulait avoir les paysagistes avec eux parce que tout le monde sentait bien que le paysage était un devenir possible. Et il y avait d'ailleurs à cette époque-là une demande du ministère qui souhaitait que l'enseignement du paysage soit un enseignement qui soit donné en fin de cycle des écoles d'architecture, par exemple. On aurait remis un diplôme de paysagiste à des architectes qui auraient fait 5 ans d'architecture et 1 an de paysage. Et moi, je défendais l'idée, avec d'autres, que le métier de paysage est un métier qui ne mérite pas 5 ans d'études, mais 10, 15, 20 ans, parce que c'est sans doute un des métiers les plus difficiles du monde, puisqu'il réunit en lui un nombre de connaissances et de savoirs colossal. Et donc, j'ai protégé cette profession. Et vous voyez donc aujourd'hui, dans la position un peu curieuse dans laquelle je me trouve, j'ai participé à l'éviction de l'école d'horticulture il y a 40 ans,
de la proximité de l'école de Versailles. Et aujourd'hui, je me vois remettre le prix par les horticulteurs. Alors je leur demande gentiment, je trouve ça formidable parce que j'ai interrogé plusieurs de mes amis jeunes paysagistes qui pensent que le rapport avec vous est un rapport souhaitable parce que tout simplement, vous allez leur amener beaucoup de choses. Vous avez pu rendre possible d'ailleurs aujourd'hui ces débats. Le buffet était très confortable. Je suis amateur de buffet. Pas facile, hein. Et donc, quelque part, tout à l'heure, vous parliez d'argent, et voilà, et que cet argent puisse profiter de la profession, et que vous soyez capable de créer des emplois, tout ça, c'est formidable. Simplement, je vous demande, laissez-nous un champ de liberté, et qui fasse qu'on puisse aussi s'associer avec d'autres corps. Je parlais des géographes tout à l'heure. Franchement, pourquoi les géographes ne sont pas avec nous? Pourquoi on ne peut pas parler avec les géographes et faire corps avec eux alors qu'ils ont des tas de choses à nous dire? Voilà, j'en ai fini avec le côté mauvais canard. Et maintenant, parlons de ce prix Le Nôtre. Évidemment, recevoir le prix Le Nôtre, vous savez, c'est gravissime, quoi, parce que comment est-ce qu'on peut imaginer 15 secondes avoir un rapport quelconque avec ce personnage qui est André Le Nôtre? Alors, je voudrais dire que ce n'est pas tellement au nom de mon propre travail, d'ailleurs que je ne suis pas vraiment capable de juger s'il est en accord ou non avec André Le Nôtre, mais je suis content de recevoir ce prix à 2 titres. Plus que content, d'ailleurs, je suis heureux. Au passage, je vous signale que j'ai eu un prix tous les 10 ans. Je ne sais pas quel sera le prochain. Si toutefois quelqu'un pourrait me le donner. J'ai eu le premier prix du paysage en 1993. J'ai eu le prix d'urbanisme en 2003. Et j'ai aujourd'hui ce prix en 2013. Tous les 10 ans, une sorte de séquence de prix comme ça qui est assez... Et figurez-vous que je ne suis pas un homme de... Je suis pas un homme qui aime qui aime les prix, qui aime tout ça. On m'a proposé 1000 fois les barrettes, les Légions d'honneur, tout ça, j'aime pas ça. J'aime pas bien ça. Mais ces 3 prix, je les ai aimés. Évidemment, le prix du paysage, comment ne pas l'aimer, j'étais paysagiste. Le prix d'urbanisme, c'est Ariela Masbounji qui m'a créé une pièce urbaniste et qui a décrété que je l'étais, et j'ai découvert avec elle que je l'étais effectivement. Et puis aujourd'hui, on me donne le prix Le Nôtre. Alors évidemment, depuis qu'on m'a appelé, de Mazières m'a appelé avant-hier, évidemment, je suis tourmenté à cette idée. Bon Dieu, mais comment est-ce que c'est possible que je reçoive ce prix? Alors je me suis dit, il y a 2 choses pour lesquelles je le réclame, ce prix. L'un, c'est que pendant 37 ans, j'ai enseigné dans l'école de paysage de Versailles, dans un atelier qui s'appelait l'atelier Le Nôtre. Et c'est ces 37 années-là auxquelles le prix doit être remis. Et nous étions... Je crois que cet atelier Le Nôtre a dû démarrer en 1976, je crois. Et à cette époque-là, nous avons formé 2 ateliers concurrents, l'atelier Dufresne d'un côté et l'atelier Le Nôtre de l'autre. Et j'expliquerai tout à l'heure, au fond, j'ai l'impression d'avoir jardiné mes étudiants. Jardiner mes étudiants, ça veut dire que j'aurais rien appris, mais j'ai pris chaque sédiment qu'ils avaient en eux, et je m'y suis intéressé passionnément à, avec eux, organiser l'assemblage de leurs sédiments. C'est d'ailleurs tout ce qu'ils avaient en eux à propos des sites qu'on leur proposait, tout ce qu'ils étaient capables de dire. Je ne refusais rien, je refusais qu'ils refusent quoi que ce soit. Et ensemble, on a agencé, d'une certaine façon, leurs sédiments. On a fait jardin, d'une certaine façon, avec eux. Et pendant 37 ans, je n'ai fait que ça. Je n'ai appris rien d'autre que le plaisir d'agencer leurs idées, leurs propres idées, pas les miennes, les leurs. Et je crois que j'ai fait ça très bien. Je pense que j'étais un très bon enseignant. La deuxième chose, c'est que André Le Nôtre, évidemment, j'écoutais... Il y a des tas de gens qui parlent d'André Le Nôtre tellement bien, qui ont tellement de connaissances, tellement de savoir sur lui, que je ne sais pas, je me sens honteux d'en savoir aussi peu. Et cependant, j'ai travaillé un peu sur quelques projets d'André Le Nôtre. J'ai travaillé sur la terrasse de Saint-Germain, aux grandes dames de Pascal Cribier, qui m'a fait tout un procès
parce que j'avais laissé passer un autoroute sur la grande terrasse de Le Nôtre. J'ai travaillé aux Tuileries avec Michel Serres. Et puis enfin, qui est la chose pour moi la plus importante, c'est que j'ai éprouvé avec mes genoux, et mes mains et mes genoux, avec Marie-Hélène Lose et Jacques Coulon, le jardin de Versailles, que j'ai arpenté pendant longtemps pour essayer d'entrer en communication avec Le Nôtre. Au fond, je ne connais pas Le Nôtre, mais je connais le jardin de Le Nôtre. Je le connais parce que je l'ai éprouvé corporellement. J'ai traversé avec une chaîne d'arpenteurs, on a mesuré tout ce jardin, dans tous les sens. Et vous savez, mesurer les choses, c'est le commencement du savoir. Mesurer le jardin de Versailles, c'est commencer à le connaître. Parce que dans le jardin de Versailles, les choses sont pas stables. Le paysage est fluent, les choses sont évanescentes, les limites ne sont jamais claires, ne sont pas précises. Ce jardin a été replanté plusieurs fois et la dimension, par exemple, du parterre central était difficile à déterminer puisque ce jardin avait été représenté. Alors évidemment, il y avait quelques points durs qui étaient la statuaire, dont on avait à peu près la certitude qu'elles avaient été là en place. Et on a mesuré tout ça. Et on a appris un nombre de choses considérables. Le vrai problème de tout ça, c'est qu'avec Marie-Hélène et Jacques Coulon, tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a pu dire sur ce jardin, on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr pourquoi? Parce que les moyens qu'on a utilisés pour faire ce travail étaient des moyens tellement rudimentaires. Une chaîne d'arpenteurs à genoux, et pour pouvoir mesurer une allée, vous êtes obligé de passer au travers d'un bassin, et donc de descendre dans le bassin, de remonter de l'autre côté, de faire des conversions géométriques formidables pour recommencer là. Alors, et pourtant, bon, cette recherche, elle a été pas très bien publiée, elle n'est pas très connue, mais elle est très importante pour moi parce que c'est là où j'ai rencontré Le Nôtre. Et par exemple, je peux faire la critique de ces 4 post-it qui représentent là, vous pouvez le tourner, le logo. Parce que quand même, c'est important de dire que dans ces figures, il n'y en a qu'une qui est Le Nôtre. C'est la figure du Patagone. Les autres sont des figures qui sont, en tous les cas, l'autre figure du bas est une figure qui est antérieure à La Nôtre. Mais c'est une figure qui est très intéressante parce qu'elle anticipe assez bien la qualité qu'était Le Nôtre. Le vrai problème de tout cela, c'est que les bosquets ne sont pas carrés, n'ont jamais été carrés. Ce sont des faux carrés. Et cette figure, justement la figure de gauche, montre le génie des paysagistes qui ont précédé Le Nôtre, c'est qu'ils ont inscrit une figure réellement carrée dans une figure qui ne l'est pas. Et les 2 diagonales ne convergent pas comme elles le font ici. Seule converge la diagonale de gauche qui rejoint le point de vue du roi qui pouvait voir le bassin qui était au centre de ce bosquet. L'autre diagonale n'arrivait pas à le faire puisque le carré n'était pas carré. Le génie, au fond, de Le Nôtre et de ses prédécesseurs était justement de savoir utiliser le contexte, de le mettre à profit pour inscrire des figures nouvelles. Avec Jacques Coulon, pourquoi on s'est intéressé à André Le Nôtre? Bon, d'abord parce que moi j'allais à l'école du paysage en passant au travers de ce jardin et qu'évidemment l'émotion de passer tous les jours au travers du jardin en voiture, parce qu'on le traversait à l'époque en voiture pour aller à l'école, ce jardin, on était rempli de lui. Mais j'avais lu beaucoup de choses sur cette période et j'avais lu notamment beaucoup d'architectes ou d'écrivains qui prétendaient ce siècle comme un siècle tellement puissant qu'il en était dévastateur. Et que pour faire Versailles, on avait soi-disant érodé des collines, remué des millions de mètres cubes de terre et fait des travaux extrêmement coûteux, etc. Et avec Jacques Coulon, on se dit c'est pas vrai. On va essayer de dire le contraire, on va essayer de démontrer le contraire. On est parti avec l'idée de vouloir dire le contraire. Et on a commencé par découvrir une première chose qui nous a bien montré que ce siècle-là n'était pas ce siècle dévastateur dont on dit. Qui aurait pu imaginer qu'un roi, comme le roi Louis XIV, enroule son propre château autour du château de son grand-père ou de son père? Ça, c'est une figure formidable. Le château du père, non du grand-père ou du père, je me souviens, du père, Louis XIII, est enserré dans les bras du château
de Louis XIV. Et ça, c'est une première pensée paysagère. C'était on ne détruit pas le château du père, on s'enroule autour de lui pour faire son propre château. Et ce signe-là a été pour nous un signe précurseur de se dire, non, si on travaille sur le jardin de Versailles, on va découvrir qu'effectivement ces jardiniers-là étaient extraordinairement soucieux de l'antécédent, de la chose précédente. Par exemple, je vous parlais de ce logo qui montre des carrés, alors qu'ils n'en sont pas. Les allées étaient parallèles, bien entendu. La géométrie était assez mal connue à l'époque, puisque la topographie était assez mal connue, puisqu'elle s'était inventée au moment même où le nôtre faisait le jardin de Versailles. Donc tout était relativement approximatif. Toutes ces allées étaient effectivement rigoureusement parallèles, mais il se trouve qu'elles n'étaient pas perpendiculaires à la façade du château. Et on a fait des mesures d'angle, et aujourd'hui tout le monde s'accorde à reconnaître que les allées du parc ne sont pas perpendiculaires au château. Et cependant, quand on regarde la façade générale du château, on s'aperçoit que chacune de ces allées coïncide avec une des fenêtres du château. Alors, vous vous dites, mais les architectes qui ont construit le bâtiment ont donc intégré l'idée qu'il fallait rattraper mono par mono la différence que faisait l'écart de cette... Et vous voyez ce que c'est que la pensée paysagère. C'est-à-dire que d'un coup, ces architectes auraient pu dire « Allez, ce jardin du grand-père, on le fout à la poubelle, on recommence tout, ces allées ne sont pas droites, on les refait. » Non, ces allées ont été conservées et on a construit cet énorme château en tenant compte du faux aplomb de l'allée centrale. Vous voyez ce qui est formidable de la pensée de Lenôtre. Et puis aussi, une chose que je voudrais... Bon, je ne voudrais pas être trop long, parce que je pourrais parler de Lenôtre pendant évidemment énormément de temps. Mais une chose qui relie Lenôtre à mon enseignement, l'enseignement le plus extraordinaire que Lenôtre m'a apporté, en tous les cas dans le jardin de Versailles, c'est que je crois qu'à Versailles, et que nulle part ailleurs, j'ai vu hier beaucoup de photos de Vaux-le-Vicomte, et je me rends compte qu'à Vaux-le-Vicomte, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. À Versailles, je pense que Lenôtre, qui revenait de ses voyages en Italie, avait vu ces villas italiennes avec leurs jardins posés sur des collines, où la vue de la propriété, du château ou de la maison, outrepassait par-dessus les murs du jardin pour embrasser la campagne. Et ça, c'était dans une topographie mouvementée. Et Lenôtre est venu ici à Versailles et a fait ça dans une plaine. Et il a réussi à apporter dans une plaine cette formidable magie d'imaginer que le jardin, le château n'était plus le centre du dispositif du jardin, mais il a outrepassé cette limite en dédoublant le parterre nord et sud. Il a fait passer l'axe nord et sud au-delà du château. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la colline de Satory d'un côté et la plaine de Versailles de l'autre. Et avec le grand axe du canal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré la campagne. Qu'est-ce que les outils de Lenôtre, quels ont été... Les outils de Lenôtre ont été ceux-là, c'est qu'il a donné au roi l'idée qu'il était le roi de la France. Et c'est formidable qu'un jardinier, un paysagiste, puisse donner au roi cette formidable ambition qui était « je regarde la France, je regarde la campagne, j'outrepasse ce jardin ». Le Saut de Loup, par exemple, à Versailles, est le lieu le plus magique du jardin, parce qu'il le ferme et il le laisse ouvert sur la campagne. Et en ouvrant sur la campagne, le nôtre dit au roi, vous êtes le roi de France, voire le roi du monde. Et c'est les outils de nôtre dont je ne voudrais pas développer. Je pense que le nôtre utilisait la règle d'or. La présence du Pentagone, qui est la figure qui est ici, j'ai mis du temps à découvrir avec Marie-Hélène Lose qu'elle existait dans le jardin, alors qu'on courait après depuis 2 ou 3 ans. Et je pense que le nôtre utilisait la règle d'or. Enfin, je ne suis pas certain. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est terrible dans cette recherche, c'est que tout ce qu'on a fait, on est sûr de rien. On est sûr de rien parce qu'on l'a fait avec des moyens beaucoup trop sommaires, avec des outils de géomètre. Aujourd'hui, sans doute, on pouvait vérifier tout ça avec beaucoup plus de... Mais pourquoi je suis intéressé à l'idée que le nôtre utilisait la règle d'or? Parce que la règle d'or a comme, bien sûr, le pentagone comme figure centrale, mais il a aussi la spirale comme figure maîtresse. Et la spirale, c'est quoi? C'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et
Ce qu'il y a de magique chez le nôtre, c'est qu'il a sorti le jardin classique. Vous savez, cette sorte de duplication en miroir, où de part et d'autre de l'axe, on avait des figures semblables, voire identiques. Et le nôtre, il a sorti les jardins classiques de cet enfermement, de la symétrie en miroir, pour précisément l'ouvrir sur l'horizon. La figure de Latone, par exemple, qui mériterait un 0 à un étudiant d'une école d'architecture ou de paysage qui nous la montrait, qui est une figure que quand on la regarde, on a l'impression que c'est Mickey en personne. Eh bien, cette figure est la plus puissante figure que j'ai jamais imaginée, parce qu'à elle toute seule, elle a cette force de déconcentration du jardin pour l'ouvrir sur l'horizon. La dynamique de Le Nôtre. On avait une petite bataille avec une historienne l'autre jour sur Le Nôtre et Ardouin-Mansart. Parce que je pense qu'il y a eu une bataille assez féroce entre l'architecte et le paysagiste. Et Ardouin-Mansart faisait la colonnade avec 8 côtés, hein, et pas avec 5 côtés. Comme le pentagone, remarquez-vous, il n'est pas orienté, alors que l'octogone est stable. Le pentagone n'est pas stable. Et je crois que le génie de Le Nôtre à Versailles, alors peut-être je me trompe, peut-être que cette recherche est stupide et qu'on s'est trompé sur tout, mais c'est beau quand même d'imaginer que la règle d'or, étant l'outil principal de Le Nôtre, d'abord parce qu'il a dissimulé la règle d'or, comme l'ont fait d'ailleurs tous les gens qui ont utilisé la règle d'or, ont dissimulé le fait qu'ils l'utilisaient. Au siècle des raisons, avouez qu'on se sert de la règle d'or pour faire son jardin, c'était une chose difficile. Donc tout ça a été soigneusement caché, et dans les dessins de Le Nôtre, on ne voit jamais d'axe, on ne voit jamais de choses qui nous permettent d'être certains qu'il l'utilisait. En tous les cas, je pense qu'il l'utilisait. Et ce qu'il y a aussi de beau, je ne sais pas si vous savez comment la règle d'or se constitue. Vous prenez un carré, vous divisez le carré en 2 parties, avec une perpendiculaire médiane, et vous rabattez cette perpendiculaire médiane sur le côté, vous réunissez l'ensemble, et vous avez le rectangle d'or. Ce qu'il y a de beau, depuis toujours, depuis toute éternité, dans l'idée de la beauté de la règle d'or, c'est justement l'introduction de la rotation de la figure qui introduit un nombre infini de chiffres après la suite de Fabule. Oh, j'arrive pas à le dire. Bon, c'est invariable. Avec Marie-Hélène, on a passé un temps fou. Vous savez, on a toujours envie de mesurer le rapport de la longueur de ce carton avec sa largeur, pour se donner une idée de quel rapport a-t-il. On n'arrivait jamais dans les figures de Versailles à trouver un rapport. Et pourquoi on ne pouvait pas le trouver? Parce que justement, le nombre qui réunit ces deux choses est un nombre irrationnel. Et la beauté de la figure d'or vient sans doute de cette... Voilà. Je ne voudrais pas m'étendre trop, mais j'ai dit... j'ai dit... Et alors, évidemment, je voudrais revenir à mes étudiants. D'abord parce que être veuf de l'enseignement, vous n'avez aucune idée. C'est chiant, je pleure à chaque fois. De la douleur que représente le fait de ne plus avoir des étudiants. Mais si, vous les avez là, regardez. Non, mais de ne plus travailler avec eux. On m'a mis à la porte à 65 ans de l'école parce que j'étais trop vieux. Évidemment, j'en ai 76 aujourd'hui. Ça fait donc 10 ans qu'on considère que je suis inapte. Or, je considère que je crois que je suis encore capable aujourd'hui, franchement, d'animer des ateliers comme je l'ai fait pendant 37 années. Merci infiniment. Mais la loi me l'interdit. Voilà, donc ce prix, je le donne à l'école de Versailles, qui a été pour moi, je ne sais pas quoi, une chose enchanteresse qui m'a nourri pendant tellement d'années. Et puis voilà, je remets ce prix à mes étudiants et à l'école de Versailles. Un grand merci, Michel Courajou. Merci.
Dominique